Le harcèlement au travail touche un tiers des salariés et quasiment la moitié des managers. Ce sont les chiffres qui viennent d'être publiés par le baromètre sur le harcèlement au travail réalisé par Ipsos sur 2000 salariés, un gros panel et pourtant un panel très mal informé puisque seuls 4% d'entre eux disent connaître ou être capable de définir ce que c'est qu'une situation de harcèlement. On en parle avec notre invitée. Bonsoir Élise Farbing, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes avocate en droit du travail au barreau de Paris. Vous êtes l'avocate aussi des comptes Balance, ta start-up qui a 2 ans et qui fidélise déjà 200 000 abonnés. Et un autre compte Balance, ton agency, qui compte en 2 ans d'existence 320 000 abonnés. Ce sont des chiffres assez effrayants et qui, à eux seuls, racontent combien cette question mobilise. On va parler de votre engagement dans quelques instants, mais d'abord, de quoi on parle quand on parle de harcèlement au travail ? Alors, il y a différents types de harcèlement. Il y a le harcèlement moral, qui sont des agissements répétés qui vont porter atteinte à la dignité, à la santé du salarié. Mais bon, cette définition, en fait, elle n'est pas claire. C'est la jurisprudence, donc les magistrats, qui vont regarder in concreto, en fonction de chaque cas, s'il y a harcèlement ou pas. Et pour ça, il faut des commencements de preuve. Et s'agissant du harcèlement sexuel, là, c'est quand même beaucoup plus clair et la définition a évolué en intégrant aussi tout ce qui est atmosphère sexiste. Alors déjà, une chose, quand on est victime de harcèlement au travail, on ne pense pas tout de suite au judiciaire. Non. On espère au moins que la résolution de cette situation se fasse au sein de l'entreprise. Oui, mais c'est assez rare. Enfin, alors moi, j'ai forcément un prisme un peu particulier puisque les gens viennent me voir quand ça ne va pas. Mais c'est vrai que souvent, les entreprises ne sont pas non plus formées à recueillir la parole des victimes, ne savent pas réaliser de bonnes enquêtes internes, impartiales. Et il y a beaucoup de victimes qui, du coup, ne se sentent pas écoutées par leur employeur, pas comprises, et pour lesquelles c'est la double peine, puisqu'on va négocier leur départ, parce que le contrat de confiance est rompu et qu'il est impossible de continuer à travailler dans l'entreprise au sein de laquelle elles ont été harcelées. Et c'est la victime qui va être amenée c'est ça. à partir. Alors la lutte contre le harcèlement, la discrimination au travail, c'est devenu pour vous davantage qu'un travail, hein, je le disais, c'est un engagement qui a commencé, vous en parlez, avec un appel téléphonique d'une femme qui vous a bouleversé. Tout à fait. Alors c'est devenu plus qu'un appel puisque c'est un dossier que j'ai suivi. Mais oui, c'était quelqu'un qui était extrêmement solide intellectuellement, qui avait fait des études ultra brillantes. Et j'étais jeune avocate et elle a été vraiment complètement détruite par ce harcèlement au travail. Elle a fait de l'hôpital psychiatrique pendant plus de 6 mois. Et elle a divorcé, elle a perdu la garde de ses 3 enfants. Et elle ne retravaille toujours pas. Voilà, donc j'étais jeune avocate, donc c'était il y a quelques temps. Depuis, vous faites des lives sur les réseaux sociaux, vous essayez de partager un peu votre savoir pour que ça ne reste pas que dans le sac de ceux qui ont parfois les moyens d'avoir un avocat, laissant sur le côté tous les autres. Vous publiez cet ouvrage Manuel contre le harcèlement au travail. Alors là, c'est un guide. On y a un peu comment reconnaître, quoi faire, comment reconnaître les signes de harcèlement. Comment on fait pour prouver ce qui nous arrive ? Alors, le nerf de la guerre dans ces dossiers de harcèlement, c'est la preuve. Et c'est ce qui fait défaut à chaque fois, parce que personne n'anticipe un contentieux. Donc, par exemple, l'erreur que je vois principalement, c'est d'aller alerter oralement les RH de son entreprise. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce qu'il peut arriver, et assez souvent dans les cas que je rencontre au cabinet, qu'un entretien préalable à un éventuel licenciement soit programmé juste après. On se débarrasse du problème. Les entreprises n'ont pas envie d'avoir à gérer des cas de harcèlement dans de nombreux cas. Donc, ce qu'il faut, c'est susciter les cris en permanence. Et ce ne sont pas forcément les écrits directement avec le harceleur, ça va être aussi avec les collègues. Typiquement, le cas de la main aux fesses dans l'ascenseur. S'il y a une collègue qui était là et qui a vu, lui envoyer un WhatsApp en lui disant « je suis bouleversée, t'as vu ce qu'il m'a fait dans l'ascenseur », la collègue va répondre et ça, on va s'en servir. On va servir aussi des Slack, des Messenger, de tout et avec tout l'environnement professionnel. Ensuite, évidemment, les témoignages de salariés, c'est bien, mais c'est hyper rare parce qu'il y a un lien de subordination économique et que tout le monde a peur de perdre son job. Donc, on va se tourner vers les anciens salariés, ceux qui ont déjà quitté l'entreprise.
Et puis ensuite, ça va être, une fois qu'on a tous ces commencements de preuves et ces textos, ces mails, etc., ça va être les alertes. Parce que le juge a besoin de savoir que l'employeur était au courant qu'il y avait une situation de harcèlement. Donc les alertes, ça va être au manager, par exemple, au RH, au délégué du personnel. Ça, c'est pour l'interne. En externe, ça peut être la médecine du travail, l'inspection du travail, le défenseur des droits qui est compétent aussi pour les faits de harcèlement. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Et on retrouve évidemment tout ça de manière très très claire dans votre ouvrage. Le problème, c'est que souvent, et vous donniez cet exemple tout à l'heure, on est brisé quand ça nous arrive. On n'a pas forcément les capacités intellectuelles ou émotionnelles à gérer ça. Alors, comment on fait dans ces cas-là? Alors déjà, il ne faut pas rester seul face à ce problème. Il y a un vrai tabou autour du mal-être au travail. C'est souvent vécu comme un échec social. Donc il faut en parler. Parlez-en à vos amis, à vos proches. Souvent, les langues se délient. J'ai des clients qui arrivent et qui me disent je ne savais pas du tout que mon amie avait vécu une situation de harcèlement. Elle est venue vous voir, elle m'a donné vos coordonnées. Et allez consulter un médecin, un psychiatre. Faites-vous arrêter si ça ne va pas, parce que souvent le corps lâche trop tard. Donc écoutez les premiers symptômes. Et il n'est pas normal d'aller travailler avec la boule au ventre. Vous avez déterminé 4 profils de harceleurs dans votre ouvrage. Le mentor, celui donc qui installe une sorte d'admiration autour de lui. Le concurrent, l'animal politique, le pervers narcissique. Comment on se comporte quand on est face à ce type de harceleur? On constitue son dossier et on fuit. Le secret, c'est donc le passage à l'écrit, vous le disiez. Dans l'enquête que je citais tout à l'heure, le baromètre, 4 salariés sur 10 disent avoir été témoins de harcèlement. Donc en fait, on se sent seul, mais finalement, autour dans l'entreprise, il y aura forcément quelqu'un qui viendra prêter main forte. Bien ou sûr. alors, c'est tellement tabou, comme vous le soulignez, qu'on va être isolé dans l'entreprise. Oui. Alors, souvent dans l'entreprise, on va se retrouver isolé parce qu'il y a évidemment un conflit de loyauté fort des autres salariés envers l'employeur. Et puis, on est dans des situations de marché de l'emploi compliquées. Les domaines sont parfois concurrentiels. Donc, évincer un autre salarié, ça peut être intéressant. Et j'ai même des dossiers où il y a un employeur qui a pu acheter les témoignages d'autres salariés. J'ai pu prouver dans un dossier notamment qu'il y a eu une prime qui a été versée aux 2 attestantes contre l'un de mes clients. Et il y a un truc aussi à savoir, c'est qu'il y a une jurisprudence qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui pourrait rendre recevables les enregistrements. Donc enregistrer, parce qu'il y a énormément d'oralité dans le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, dans les discriminations aussi. Donc vraiment, ayez ce réflexe-là. Ça, c'est une nouveauté. Oui. Vous demandez-vous aujourd'hui, vous voyez ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, vous demandez aujourd'hui que le gouvernement se pose sur la question et légifère? Bien sûr, il faut légiférer parce que le niveau d'indemnisation sur des cas de harcèlement est extrêmement faible. 7 100 € en moyenne en 2019 de condamnation, donc c'est absolument pas dissuasif pour une entreprise. Et puis, il n'y a rien qui encadre la prise en charge des cas de harcèlement par les entreprises. Donc, il faut légiférer sur ce point. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Élise Febvre, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Manuel contre le harcèlement au travail ». Merci. Merci beaucoup.